Voilà. Alors, normalement, ça a commencé. Ok, c'est parti. Alors, bonsoir Sabine. Merci Bonsoir d'être Victoria. avec moi sur le podcast ce soir. Il est 19h32 exactement. Et tu es la première à participer donc à ce nouveau podcast qui s'appelle En eau profonde. Donc, je suis ravie de commencer avec toi. Donc, déjà, merci de ta participation et de ta réactivité. Ça me fait très plaisir. Et Avec surtout, plaisir. de commencer avec une artiste. Je trouve ça vraiment top. Donc, la première question que j'aimerais te poser déjà, est-ce que tu peux te présenter et me dire un petit peu comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu as toujours été artiste? Me dire un petit peu quel a été ton parcours. D'accord. Alors, je m'appelle Sabine Géraudy, plus connue sous le nom de Sab, qui est mon nom d'artiste. Je rêvais depuis toute petite que je serais artiste. Je ne peux pas chanter, je chante très mal, je ne peux pas danser, je ne suis pas souple. Mais j'ai toujours adoré faire quelque chose avec mes mains, bricoler, déguiser les copines, les maquiller. Toujours très théâtrale dans mes jeux. Et puis j'étais tellement mauvaise en calcul à l'école qu'au lieu d'essayer de performer en calcul, c'était peine perdue, je dessinais beaucoup. Donc voilà, c'était ancré dans ma tête. Je me disais un jour je serai artiste. Et en fait, j'ai commencé, je pense, vers 24 ans, 25 ans. J'ai commencé à dessiner d'abord. Et puis ensuite, je suis vraiment allée acheter du matériel. J'ai commencé à peindre. Beaucoup d'esprit nature morte. Et puis à copier le mieux possible, à commencer à copier les grands maîtres. Donc en faisant des erreurs, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et puis jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de faire des photos. Alors très inspirée en général de la nature, et je me suis servie de mes photos comme support pour pouvoir les retranscrire en peinture. Et puis un jour, j'ai eu ma première commande qui était quand même extrêmement compliquée puisque c'était une pergola avec beaucoup, beaucoup de fleurs, beaucoup de végétaux. Et puis je l'ai fait, puis j'ai continué à faire mes végétaux. Et puis un jour, j'ai une sculpteur qui m'a dit Sabine, tu as un don, mais il faut vraiment que tu sortes de chez toi et que tu ailles dans un atelier collectif, par exemple. Elle m'a dit ça le samedi, le lundi, je prenais rendez-vous dans un atelier collectif. Ok, donc très Mm. réactif. Très réactive. Et en fait, au départ, je me suis demandé ce que j'apprenais, parce que c'était pas du tout institutionnel. Mais je me suis rendu compte que ben, il y avait des sculpteurs, il y avait des aquarellistes, il y avait des dessinateurs, il y avait des peintres. Et ça permet de décrocher le regard sur ce qu'on fait, d'aller voir l'autre. Ça donne une énergie incroyable. Et puis, on m'a guidée sur des toiles grandes, enfin, qui vont pas vous paraître grandes, mais qui pour moi me paraissaient immenses, des 1 mètre par 1 mètre. Et je comprenais pas pourquoi on voulait absolument me mettre sur des grandes toiles et à me faire travailler ma peinture en jus. Et en fait, j'ai compris plus tard la petite astuce. La petite astuce, c'était pour que je quitte ce côté anecdotique, perfection au millimètre, et que je travaille la toile dans son ensemble. Alors aujourd'hui, je résumerai en disant que, ah, est-ce qu'il y a des bons peintres, des mauvais peintres, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a le coloriage, et puis il y a la vraie peinture. Le coloriage, on met les couleurs les unes à côté des autres. Par exemple, l'acrylique est absolument parfaite pour ça. On met les couleurs les unes à côté des autres. En revanche, la peinture à l'huile, la vraie peinture, ce qui, moi, en tout cas, m'anime, ce sont des glacis, ce sont des jeux de transparence, c'est un jeu de patience parce qu'il faut attendre que ça sèche. Si on revient trop précipitamment, on brûle avec l'essence de térébenthine la sous-couche et on ne rattrape pas parce qu'on ne peut pas colmater, surtout quand on ne travaille pas en épaisseur comme moi. Et en fait, voilà ce que j'ai appris et qui m'a beaucoup servi et qui n'a fait que renforcer ma passion pour la peinture à l'huile.
D'accord. Donc en fait, tu as été autodidacte, puis ensuite Oui, tu t'es lancé dans le collectif. oui, mais pas très longtemps. Je suis allée en atelier collectif, pas plus que 4 ans. D'accord. Et après, j'ai eu mes premières commandes, donc finalement, je me suis retrouvée seule dans mon atelier. Alors, ça fait peur, mais c'est une bonne façon aussi de se jeter à l'eau. C'est sûr. D'accord. Donc, Bon, c'est un bon résumé en tout cas de tes débuts en tant qu'artiste. Moi, je voulais savoir évidemment comment est venu le fameux projet de la chaise de sable, parce tiens que donc. c'est pour ça qu'on te connaît le plus. Donc, un petit peu comment, enfin, voilà, quelle est la jeunesse du projet? Voilà, c'est quand même une œuvre qui est devenue iconique pour la ville de Nice, même pour la Côte d'Azur. Comment c'est venu tout ça? Alors, c'est une histoire un petit peu longue, je vais la raccourcir. En fait, après ma période végétaux, j'ai peint beaucoup de galets. Et puis un jour, j'ai un monsieur qui demande à me rencontrer et il me demande d'illustrer pour lui un premier projet. Et il veut une réalisation en plexiglas. Alors là, je comprends pas très bien parce que moi, je ne travaille pas le plexiglas. Mhm. Donc, je me contente d'un croquis et puis après, je découvre finalement l'univers du plexiglas et je fais découper ces fameux croquis en plexiglas. Je me rends compte en découvrant l'univers du plexiglas qu'il existe du plexi publicitaire classique, mais qu'il existe également du plexi dépoli qui est beaucoup plus chic, qui a une pénétration de la lumière, qui est assez, c'est profond, c'est mat, c'est assez joli. Je lui fais cette première réalisation, il est enchanté et 1 an plus tard, il me demande de réaliser le bonheur et la difficulté d'y accéder. La seule exigence qu'il a, c'est qu'il y ait une touche niçoise. Là, je me suis dit: «C'est un bon sujet de philosophie, il va falloir que je me creuse la tête». Et donc, j'ai imaginé un corps qui n'est ni un homme ni une femme, qui est sur des chaises en quinconce et qui, debout sur ces chaises en quinconce, essaie d'attraper le soleil. Le soleil comme le sud, la chaleur, la réussite, l'aura, l'or, toute la symbolique qui va autour du soleil. Il s'avère qu'en plus, j'adore le soleil. Et puis pour, les chaises, ben, c'est parce que quand je suis arrivée à Nice, ma première vision de la promenade des Anglais a été assez, en tous les cas pour moi, assez bouleversante, parce que noyée dans le bleu, moi qui venais des Vosges et qui étais noyée dans le vert, j'ai vu ces chaises bleues, cette mer bleue, ce ciel bleu et je me suis rendu compte que chaque jour, le ciel influe sur la mer influe sur la lumière ou l'inverse. Je ne suis pas scientifique, mais en tous les cas, c'est assez magique et j'adorais le spectacle de ces chaises qui, à l'époque, était en totale liberté. Mhm. Donc on pouvait aussi bien en retrouver sur la plage que sur la promenade des Anglais. Lorsque j'ai réalisé mon dessin, je ne me suis pas inspirée que des chaises, de la famille Tordeau. Je me suis inspirée des très vieilles chaises qui étaient blanches. Je me suis inspirée des chaises de l'époque Tordeau et je me suis inspirée également des chaises actuelles de Jean-Michel Villemotte. Dans mon melting pot, j'ai finalement créé une chaise, qui peut faire penser aux chaises bleues, mais qui est totalement différente puisqu'elle est quand même, moderne. Elle a un côté, presque araignée et surtout, elle a une magistrale erreur de dessin qui lui a donné une fausse perspective, Ouais. qui m'a complètement échappé. C'est un peu l'histoire de la tarte tatin. Alors pour quelqu'un qui adore la précision, eh ben, il s'avère que j'ai été connue suite à une erreur et donc pas à la perfection. Donc c'est une belle leçon de vie. Voilà un peu en résumé l'histoire de cette, chaise. Hem, En tous les cas, jusqu'à ce qu'elle naisse sur le mur de ce client. D'accord.
Et donc après, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée sur la promenade? C'est encore une autre histoire. Eh bien, en fait, lorsque je suis allée à l'atelier de Plexi chercher ces fameuses chaises, une de profil, une de face, mais en ce qui concerne notre histoire, c'est la chaise de face, c'est bien celle qui est sur la promenade des Anglais. Lorsque je suis sortie de l'atelier de plexiglas, les gens m'ont interpellée en me demandant où est-ce que j'avais acheté cette chaise. D'accord. Et je me suis dit, mais les gens sont fous, pourquoi est-ce qu'ils veulent une chaise sur laquelle on ne s'assoit pas? Bon, et puis j'ai une amie qui me dit, écoute, ta chaise, elle est fabuleuse, il faut absolument que tu déposes le modèle. Et je Ok. me dis, mais je vais déposer le modèle pour en faire quoi? Enfin, je n'en voyais pas du tout l'intérêt. Et donc, je l'ai laissé me casser la tête avec ça, sans trop faire attention. Et puis, à un moment, je me suis posée, je me suis dit: «Mais finalement, ces chaises ont disparu de la promenade des Anglais». Parce qu'à l'époque, monsieur Perrat en avait marre des vols successifs des chaises qui se retrouvaient dans les jardins ou sur les balcons. Il les a fait enlever, les Niçois ont râlé, que ce soit, à la mairie ou à Nice Matin. Et du coup, monsieur Perrat a eu l'idée de demander à Jean-Michel Villemotte de recréer de nouvelles chaises. Mais on s'est retrouvé avec deux barres de chaises vissées au sol, entre le Negresco et le Méridien. Donc autant dire qu'avec l'immensité de la baie des Anges, deux petites barres de chaises donnaient l'impression qu'il n'y avait plus de chaises. Et les Niçois et les autres étaient quand même extrêmement attachés à ces chaises en liberté, comme on peut les voir encore aujourd'hui à Cannes. Mhm. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que les Niçois sont quand même très, très, très attachés à leurs chaises. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis donné un an. Et pendant un an, j'ai cherché tout ce qui existait sur la chaise bleue. Parce que pour moi, il était très important de ne marcher sur les plates-bandes de personne, même s'il n'y avait pas de nom déposé, même si la chaise était de toute façon passée de réserve, puisqu'elle avait plus de 50 ans. Mais j'ai cherché et donc je pense que je suis un petit peu devenue incollable sur le sujet des chaises bleues et je me suis dit: «Ben, dans le fond, étant donné qu'on a quasiment plus de chaises bleues, ce serait peut-être bien d'en faire, une œuvre», alors j'avais pas pensé au départ iconique, mais je me suis dit en faire quelque chose qui peut devenir la possession de tout à chacun, des Niçois. Et donc, à partir de là, je suis allée déposer une marque. Je n'ai pas déposé la chaise bleue. Je n'ai pas déposé la chaise bleue de Sab. J'ai déposé la chaise de Sab. Pourquoi? Parce que cette chaise, du coup, peut revêtir la couleur qu'elle veut. Ça lui donne une plus grande liberté. Et puis, voilà, je n'ai déposé que la marque en un premier temps. J'ai fait une exposition au Château Crémin avec des petites chaises découpées en plexiglas. J'ai eu l'immense chance que la bijouterie Ferret soit intéressée par mon projet et me propose de faire un bijou. Donc là, je me suis dit, c'est absolument magique de retrouver son œuvre en bijou. C'est quand même, tout à coup, ça upgrade l'histoire, c'est intéressant. Et puis, j'ai fait des aquarelles, j'ai fait des peintures et on a fait une gentille exposition au Château Crémat. Et là, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de commandes. J'avais fait des choses quand même extrêmement abordables, de très abordables à moins abordables. Et puis, fort de cette expérience, je me suis dit: «Mais quel serait pour moi le point d'orgue? Je voudrais faire quoi finalement avec cette œuvre?» J'ai pas trouvé tout de suite. Et puis un jour, nous sommes allés à New York avec les enfants et j'ai vu le Love de Robert Indiana et j'ai vu les gens qui toute la journée se photographiaient devant et je me suis dit de manière, totalement, heu, infantile et un peu, totalement dans les rêves, mais assez, décidée, y croyant dur comme fer, j'ai dit: «Ben, j'aimerais faire la même chose avec la chaise». Que ce soit un petit peu notre petite tour Eiffel, que ce soit, voilà notre marque. Mhm. Donc à partir de là, heu, j'avais déposé le dessin, j'avais déposé le modèle
Et donc, à partir de là, il a fallu envisager les choses en grand, donc voir avec un ferronnier comment la réaliser pour qu'elle tienne debout. Et Oui. puis après, je me suis chargée de prendre un rendez-vous avec la mairie, Mmh. avec le maire actuel et lui présenter ce projet. Voilà, qui OK. a donc été validé au conseil communal et qui a été acheté par la ville, à savoir donc par les Niçois. C'est la Mmh. propriété des Niçois. Ouais, OK. Bon, donc du un coup, peu de monde, hein. est-ce que pour toi, tu l'as un peu vécu, j'allais dire comme une consécration, le mot c'est un petit peu fort, mais est-ce que tu l'as vu un petit peu comme le pic, on va dire, une fois que bah, tu as vu ton œuvre qui était, ça y est, posée sur la promenade des Anglais? Déjà, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'es dit que ça y est, c'était une sorte d'aboutissement? Ou est-ce que tu avais déjà en tête, on va dire, une suite pour ce projet? Et ce que je me demandais aussi, ça fait un peu beaucoup de questions d'un coup, est-ce que ça peut te déranger des fois, on va dire, de n'être assimilé que, on va dire, à cette œuvre? Est-ce que tu auras envie de te détacher des fois un petit peu de juste la chaise de sable? Ou est-ce que ça te convient et au final tu multiplies ce projet sur d'autres, comme on a pu voir bah, avec le bijou, je sais que tu fais un partenariat avec LAC aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ben, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, ça fait des sentiments différents. On a un peu peur, on se demande comment ça va être perçu. Il faut savoir que les Français sont quand même extrêmement critiques, que lorsque la chaise a été installée, ça n'a pas été tout de suite, merveilleux. Ça a d'abord été un petit peu décrié quand même. La chaise a été abîmée, 2 fois. Ça a été encore l'occasion de critiques assez, acerbes. Mm. Et il faut le temps. Et en fait, quand on a une œuvre comme ça sur l'espace public, l'histoire s'écrit toute seule. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut gagner ses lettres de noblesse. Au départ, on s'est dit: «Mais d'où vient cette fille? Quelle école a-t-elle fait? Pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle mérite?» Ouais. Donc il y a tout un chemin, mais qui aujourd'hui, avec le recul, quand je détricote, je me dis: «C'est aussi intéressant parce que ça m'a fait travailler 3 fois plus». Mm. C'est-à-dire que je me suis dit: «Ben, puisqu'ils pensent que je suis pas capable, ben, il va falloir que je leur montre qu'en Ouais. fait, je travaille depuis longtemps, que je peins, que je sais faire, que je sais dessiner, que je suis capable de faire quelque chose». Oui, c'est un peu Donc la légitimité, on va dire, du projet, voilà, que tu as ta place là. Mm. exactement. Alors la toute première chose que ça m'a fait pour, répondre vraiment sérieusement et la chose la plus intime, ça ne m'a pas fait ce que je pensais. Je pensais que j'allais, marcher fièrement sur la promenade des Anglais, ce que j'ai fait quand même. Mais la toute première chose, je me suis dit: «C'est fou, je peux mourir demain, il y a mon nom écrit quelque part, Mm. mes enfants verront ce nom». Ouais, c'est un peu de la postérité, quoi, on va dire. C'est tout à coup, on est un peu dans la postérité et ça, c'est quand même génial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, je me suis mise à beaucoup, 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 beaucoup travailler parce que j'avais l'impression que je devais prouver encore plus que les autres. Ensuite, la question, je me disais lorsque j'ai réalisé cette œuvre: «Chic, j'ai ça, ça va être ma petite, manne financière pour, payer, ben, parce qu'un artiste, c'est comme une petite entreprise aussi. Ça a des frais, il faut assumer, il faut gérer tout ça, il faut acheter son matériel». Donc je me suis dit: «Bah, c'est super, ça va me faire une petite manne pour, et surtout, ça va me donner l'opportunité de ne m'occuper vraiment en priorité de ce que j'aime, à savoir la peinture à l'huile». Mhm. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça parce que j'ai été happée par la chaise. Mais quand je dis j'ai été happée, pour être, j'ai le recul maintenant pour en parler, je peux dire que ça m'a occupée à 99 du temps pendant 8 ans. OK. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an et demi où je peux en parallèle travailler ce que j'aime. Alors je ne vais pas cracher dans la soupe parce qu'il y a des tas de gens qui se sont fait connaître avec des choses.
on a beau s'en débattre quand ils ont démarré, que ce soit des acteurs, que ce soit des chanteurs, ils ont une chanson phare, un comédien, Mhm. il a quelque chose qu'il a lancé. On ne peut pas cracher dans la soupe, c'est merveilleux. Parce que déjà, combien de personnes ont la chance d'avoir quelque chose qui un jour les propulse, déjà? Donc, je suis toujours contente. Je ne dis pas que je saute de joie, que systématiquement on me ramène à la chaise, mais ça fait partie de moi. J'en suis très heureuse. Parfois, je vois des gamins qui disent: «Ah, c'est vous qui avez fait la chaise!» C'est comme s'ils avaient vu, presque le Père Noël. Mais comment ne pas être flattée et heureuse? Ouais, fière, ouais. Évidemment, Mhm. évidemment. Quant à la suite, je travaille actuellement, c'est très bien parce que là, du coup, j'ai une actualité. L'année prochaine, au mois d'octobre, la chaise aura 10 ans d'installation sur la prom. Ok. Déjà 10 ans. Donc là, je n'ai fait que travailler, je ne fais que travailler pour ce grand projet qui sera pour moi de faire une exposition scindée en 2. Une D'accord. exposition, tout ce que je peux faire sur cette fameuse œuvre qui trône sur la promenade des Anglais, et la moitié de l'exposition avec tout ce que je fais par ailleurs. D'accord, donc on va te découvrir sous un autre aspect, on va Exactement, dire, parce que le public, exactement, effectivement, te connaît surtout pour la chaise. Là, effectivement, exactement. je te vois sur Instagram en train de faire pas mal de croquis, etc. pour cette exposition, du coup, je me doute. Et Et puis parallèlement, je vais faire un livre d'art. Dans le livre, il sera également question de l'histoire de mon œuvre et de ce que je fais par ailleurs. d'accord. Et est-ce que tu as un peu d'appréhension bah, que le public découvre le reste de ton œuvre, comme tu dis? Donc tout ce qui est peinture à l'huile, effectivement, bah, j'en ai vu pas mal passer sur tes réseaux sociaux. Justement, c'était une de mes questions. Il y avait le fameux tableau où, si je me trompe pas, hein, peut-être que je me suis trompée, tu l'avais appelé Je selfie, donc je suis. Je Mhm, crois que c'était ça, qui est, enfin voilà, on va dire que ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on connaît de mhm, la chaise de sable. Est-ce exactement. que pour l'instant, enfin, tu te sens excitée, on va dire, à l'idée qu'on puisse découvrir cet autre aspect de ton travail artistique? Est-ce que tu as un petit peu d'appréhension? Comment tu vas le présenter un petit peu aux gens? Je suis, le sujet que je traite actuellement me passionne, puisqu'il s'agit principalement de femmes, mais tu vas comprendre pourquoi. Ce sont des femmes nues qui se prennent en photo. Alors, il faut savoir qu'autrefois, les peintres faisaient poser des modèles pendant des heures, ou ils se faisaient des autoportraits, et ils peignaient l'exacte réalité de ce qu'ils voyaient. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, tout le monde se prend en photo. Alors, il y a quand même une différence hyper importante entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes s'acceptent comme ils sont, les femmes trichent avec leur réalité. Combien de femmes mettent des filtres, se blanchissent les dents, s'agrandissent les yeux? En fait, elles n'acceptent pas leur réalité. Mhm. Et moi, je vais jouer sur cette dualité, c'est-à-dire cette méthode très ancienne qu'est la peinture à l'huile. D'abord parce que ça me permet de travailler, c'est très académique, j'adore faire le nu, c'est très, très, très intéressant. Et puis le confronter à cette modernité qu'est le selfie, le téléphone. Alors ce sont des femmes qui n'acceptent pas leur réalité, c'est pourquoi leur visage est caché par leur téléphone ou par un chapeau ou par diverses choses. Et il y aura des femmes, certes, ce que j'ai fait maintenant sont des femmes qui n'ont pas vraiment de problème, qui s'en trouvent, mais qui n'en ont pas. Et je vais aller maintenant sur des sujets beaucoup plus délicats, sur des femmes qui ont effectivement des problèmes et qui, elles, n'acceptent peut-être pas si facilement leur réalité ou au contraire, peuvent en faire une thérapie. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'aurai le succès avec le public, c'est certain, c'est très dangereux. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Parce que moi, c'est une aventure passionnante, humainement parlant. Je rencontre finalement des êtres humains avec une histoire. Parce que cette histoire, elle va être immortalisée sur une toile, elle aura un petit peu de pérennité. Parce que ça me fait progresser
moi également sur mon regard de l'autre, parce que ça m'oblige à travailler sur des choses que je ne ferais pas forcément. Mhm. Parce un artiste est quand même très souvent dans son atelier, très confortable, dans le sens où il ne fait que ce qu'il aime. Il Ouais. prend pas le risque de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Moi, j'ai un peu flirté avec ça parce que j'ai fait pendant quelques années de l'art à la demande. Alors, Mhm. c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut écouter ce que veulent les gens, il faut écouter leurs désirs, il faut écouter parfois ce qu'ils ne savent pas eux-mêmes Ouais. et il faut réussir à le retranscrire. Alors là, ça fait bizarre, hein, de devoir, se mettre au service d'eux, mais ça aussi, ça force à travailler. Ça force à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Mhm. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi personnellement, je voulais dire. D'accord. C'est du coup là pour cette exposition et cette série de femmes. Donc j'ai vu que qu'il y avait une sorte d'autoportrait de toi en tant qu'artiste. Donc ce sera décliné avec d'autres portraits Oui, de femmes bon, qui ne sont pas complètement. inventés. Ce sont des vraies femmes du coup. Ce sont des vraies femmes. Ce sont des D'accord. vraies femmes qui ont posé pour moi, D'accord. très gentiment et voilà. C'était super. D'accord. Bon. Euh, Justement, je voulais te demander aussi un petit peu, est-ce que tu as déjà un petit peu douté de ta légitimité en tant qu'artiste? Là, on a un peu abordé le sujet, mais est-ce que tu as eu des grosses remises en question sur certaines œuvres Bien qui sûr, t'ont fait un petit peu douter, on va dire, de ton talent? bien Parce que sûr. l'art, c'est vraiment subjectif, ça plaît pas. Et c'est quand même quelque chose qui vient de nous, voilà, qui est vraiment très personnel. Est-ce que ça a pu te faire remettre en question ta profession, ta vocation, ou pas du tout? Alors ma vocation, pas du tout. En revanche, le doute, mais bien sûr, je l'ai eu, je l'ai et je l'ai encore. J'ai toujours peur quand je fais quelque chose de nouveau, mmh, oui, quant à la réalisation, parce que je peux me tromper, mais à la différence d'un médecin, par exemple, où il y a pas mort d'homme, Oui, il y a pas mort d'homme. Il peut y avoir une perte financière parce que le matériel est très cher, mais il y a pas mort d'homme et puis parfois, là aussi, c'est assez intéressant. Il y a des choses que moi je ne trouve pas abouties, qui ne me plaisent pas et mm, qu'un client va vouloir acheter et qui lui va aimer. C'est oui. très, très subjectif. C'est très subjectif. Mais une chose est sûre, j'ai toujours envie d'explorer et je me dis que j'aurai jamais assez d'une seule vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire en matière d'art. Ouais, ouais, c'est vraiment de l'expérimentation. Et Exactement, ce que je me demandais aussi, donc toi, tu as toujours eu en toi, on va dire, cette vocation, voilà, tu étais certaine que tu étais artiste au fond de toi et que ça allait être ton projet de vie. Est-ce que tu penses que c'est le cas, on va dire, un peu de tout le monde? Est-ce que d'après toi, il y a un artiste qui sommeille en chacun de nous ou pas? Et enfin, qu'est-ce que tu dirais à ceux voilà, qui ont quelque chose qui les titille, on va dire, qui aimeraient bien se lancer, mais qui n'oseraient pas? Qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Et ensuite, voilà, ce sera la dernière question avant la fin de l'épisode, puisqu'il nous reste encore 10 minutes. alors je pense que, malheureusement, pauvres êtres humains que nous sommes, nous n'exploitons pas je pense que nous n'exploitons pas plus de, je sais pas, 30 de nos capacités. Je pense qu'on est capable de plein de choses, on ne le sait pas, Mhm. mais on ne le sait probablement pas parce qu'on n'a pas l'occasion de se frotter, de flirter, d'éveiller certaines choses. Et je pense que si à l'école, il y avait une part un peu plus importante, avec l'art, si, on provoquait des choses chez les enfants, jeunes, il y aurait beaucoup plus d'artistes. Alors, il y a cet aspect-là et puis ensuite, il y a quand même l'aspect aujourd'hui, la vie est très difficile, enfin, elle l'a peut-être toujours été, cela dit. Il y a quand même une contrainte financière.
bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un enfant dit à ses parents, je vais être artiste, les parents ne sont pas extrêmement rassurés. Et puis, je vais prendre l'exemple d'un pianiste. Tu vas avoir 10 personnes qui vont jouer un morceau de musique. Ils vont jouer, par exemple, du Beethoven. Il y en a peut-être un qui fera vibrer les gens et Oui. 9 qui joueront de manière très classique le morceau et il n'émane rien, il Oui, qui n'émanera mettront rien pas de leur celui âme, qui on le va joue. dire, et leur patte, ouais, si je peux dire ça comme ça, Exactement. transfert Mais d'émotion. Mm. une chose est sûre, je reprends ces phrases de Jacques Brel, et Jacques Brel disait, dans la vie, il faut toujours aller voir. Et je Mm. pense que si on a la possibilité, la vie, elle est à la fois très courte, elle peut être très courte pour beaucoup de gens, mais elle peut être aussi très longue. Et il faut rien se refuser, il faut aller voir, il faut essayer, il faut pas se décourager, il faut travailler, il faut travailler. En revanche, c'est pas magique. C'est pas, on s'assoit pas devant la toile, c'est absolument pas magique. S'il y a pas de travail derrière, on a beau, avoir, soi-disant le talent ou un don, si on ne l'exploite pas, c'est comme si on était devant une Ferrari et sans permis de conduire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc je pense qu'on a tous une Ferrari en nous, mais on n'a pas tous le permis de conduire, on n'a pas tous envie de le passer, et Oui. puis il y en a plein qui le passent et qui le ratent. Et il y en a qui ignorent que le permis existe et qui passent à côté aussi. Exactement. Après, je pense que en ce qui concerne l'art, je ne parle pas pour les autres choses, mais tous les métiers artistiques, je pense qu'il y a une grande part aussi d'émerveillement. Ce sont des gens différents. Je Mm. considère que les artistes sont vraiment des gens différents. On n'a pas le même raisonnement. Je dis pas qu'il est mieux ou moins bien, c'est pas ça la question, hein. Mais on vit vraiment dans un monde parallèle et c'est un luxe de pouvoir vivre dans un monde parallèle parfois. C'est vrai, de s'échapper du quotidien. Oui, et puis ça sauvera le monde. Enfin, moi, je crois que l'art est là pour extraire les gens de leur condition humaine, qui est une condition mortelle. Nous allons tous mourir, personne ne va y échapper. Nous allons vieillir, nous allons mourir. Et on a une condition extrêmement précaire. Il suffit d'un tremblement de terre, il suffit d'une explosion de gaz. Donc, l'art, malgré tout, nous permet d'être au-dessus de tout ça et d'avoir de la fantaisie. Mhm. Donc, vive l'art et vive Oui, les c'est arts. une sorte de transcendance un petit peu et comme Exactement, on disait, de postérité, voilà, quelque chose exactement, qui nous dépasse un petit peu, mais qui est nécessaire. exactement. Exactement. Mais la chaise, elle aurait peut-être pas eu ce succès si il n'y avait pas eu les attentats sur la promenade des Anglais aussi, parce que tout était flanqué par terre, la chaise est restée debout. Après, il y a eu le confinement, sur toutes les télévisions, il y avait la promenade des Anglais, le Negresco, la chaise de sable. Après, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Lorsqu'on en a une œuvre sur le domaine public, elle Bien sûr. s'écrit. Ça nous échappe. Bien Ça sûr. nous échappe totalement. Bon, en tout cas, cette œuvre-là, elle ne nous échappe pas à nous, ni soi, ni aux touristes. Bon. Gentil. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. Je Merci, pense que ça Victoria. fait il y a 1 heure à peu près. Donc, en tout cas, je te remercie vraiment pour ton témoignage, C'est pour moi ta qui te vision remercie. de l'art. Je pense que ça résonnera pour beaucoup et puis ça nous fera découvrir un petit peu plus ton parcours et surtout, bah, on a hâte d'en savoir plus sur l'exposition des 10 ans de la chaise. Donc, de toute façon, moi, je partagerai l'actualité sur tous les réseaux quand quand ce sera lancé. C'est gentil, merci. Donc voilà, je te remercie. Je te souhaite une très bonne soirée et Pareillement. je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Victoria. Au revoir.